À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif. Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Aujourd'hui, je reçois Éric Lafont. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, vous êtes à la fois quelqu'un de connu dans l'écosystème politique et en même temps pas forcément la personne la plus connue de cet écosystème, mais on va apprendre à vous découvrir puisque vous avez été de nombreuses fois candidat, y compris au municipal à Lyon. Vous êtes président d'un mouvement qui s'appelle 100% citoyen et vous nous parlerez justement de l'importance aujourd'hui de l'engagement citoyen sans doute. Et puis vous êtes candidat du Rhône aux élections européennes sur une liste qui s'appelle Écologie positive et territoire et dont on parlera évidemment parce que c'est un des enjeux en ce moment et notre actualité porte sur la compréhension et les enjeux de ces élections. Mais vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité. Alors j'avais envie d'être un petit peu aujourd'hui dans les politiques qui montent, les polémiques qui montent sur les questions et enjeux de mobilité. On voit que il y a en ce moment une pétition concernant les voies lyonnaises numéro 12 sur la fermeture d'une voie, le chemin neuf, la montée du chemin neuf, que les travaux vont commencer rue Grenette, que on est en train de finir les quais de Saône, mais que ça va pas vite. Comme si on était un peu dans le dur aujourd'hui des politiques menées par les écologistes sur les questions et enjeux de mobilité, comme s'il fallait aussi, comme le disait notre confrère Léon Renard dans sa chronique pour Tribune, que peut-être que les écologistes sont en train d'essayer de finir les travaux pour faire tout beau avant les élections. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces questions d'actualité sur les mobilités? Est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce qu'après tout, il faut faire autant de choses pour mettre un peu la pagaille dans la ville de Lyon? Beaucoup de questions en une. C'est une longue question, effectivement. De façon très simple, moi j'ai la conviction que les Verts se sont trompés de méthode sur le sujet depuis le début. Ça avait été un des thèmes de la campagne de 2020, à savoir comment on faisait en sorte que les centaines de milliers de personnes qui rentraient sur le territoire de la métropole chaque jour puissent avoir des alternatives pour ne plus rentrer en voiture sur la métropole. Et les Verts ont choisi de ne pas traiter cette question-là et de ne se préoccuper que de ce qui se passait à l'intérieur de la métropole. Et concrètement, la restriction de la taille des voiries et la création des pistes cyclables est la mise en œuvre concrète de cette priorité. Sauf que ça ne résout pas la question de fond, qu'il y a toujours autant de gens qui rentrent en voiture sur la métropole. Et donc vous avez des phénomènes d'engorgement là qui sont en train de se voir de partout. Et de créer des crispations importantes. Et de créer beaucoup de crispations et de mécontentement, sans pour autant régler les problèmes de fond. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il est nécessaire sans doute de faire attention par rapport à la pollution, par rapport à la circulation, par rapport à la place de la voiture en ville, parce qu'il y a une tendance naturelle si on veut traiter les questions de l'urgence climatique, et en même temps, paradoxalement, ça veut dire qu'il ne s'y prendrait pas de la bonne manière, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, parce que nous, ce qu'on proposait à l'époque, c'était que sur le pourtour de la métropole, on ait une cinquantaine de lieux associés à des gares qui puissent accueillir massivement une population qui arrive en voiture, parce comme des parkings relais un petit peu, avec des parcs relais, et ensuite connecter ces lieux avec des transports lourds, en métro quand c'est possible, parce qu'il y en a déjà qui sont équipés, train évidemment, il y a des connexions en train à faire, c'est tellement facile à énoncer que c'est surprenant parfois de voir qu'il se passe rien en la matière, transport par câble. Je rappelle que c'est une solution que je trouve que les Verts ont sabordé tout de suite en début de mandat, et alors qu'à l'inverse, moi je crois que cette solution a du sens dans un territoire comme le nôtre où on a 3 collines et 2 fleuves, dans des obstacles géographiques difficilement franchissables autrement que par les airs. Bref, une stratégie consistant à arrêter les gens en pourtour, leur permettre éventuellement de télétravailler sur ces pourtours, on parlait de tiers-lieux liés comme du coworking, etc., et des transports lourds. Et ce faisant, on aurait réduit le volume de gens qui entraient sur la métropole, et on pouvait ensuite travailler à aménager l'intérieur de la métropole. Le paradoxe, c'est qu'on voit bien que les usages, il y a une stat qui est sortie là récemment, je crois que c'est l'INSEE qui en est l'auteur, indiquant que 60% des gens sur des trajets domicile-travail de moins de 2 km continuent à utiliser la voiture. Donc on voit bien qu'on a des habitudes quand même qui sont lourdement ancrées, mais je ne crois pas que c'est en stigmatisant les gens ou en essayant de leur forcer la main qu'on arrivera à leur faire changer d'approche. Il faut absolument qu'on soit
sur une démarche beaucoup plus incitative, en leur montrant qu'il y a des solutions, qu'on leur propose des solutions pour faire autrement. Et en même temps, ils lâcheront le véhicule. Et en même temps, qu'il y a des alternatives, puisque vous parliez à un moment des modes de transport lourds, mais c'est vrai qu'il y a aussi une polémique qui continue sur le fameux métro E qui avait été abandonné, son remplacement par une sorte de tramway dont visiblement personne ne veut. Enfin, aucun des élus qu'on reçoit ne semble favorable à cette solution. Pourtant, c'est celle qui va arriver. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette espèce de paradoxe entre une gouvernance écologique plutôt normalement sensible au transport public et le fait qu'ils n'ont pas été aussi loin que possible dans ce qui semblait techniquement et financièrement viable? Le métro E ? Oui, le métro, vous n'étiez pas un partisan du métro E? Le métro E, honnêtement, c'est l'ultime promesse de Gérard Collomb, qui était, de mon point de vue, un énorme mensonge. Financièrement, ça n'avait aucun sens. C'est-à-dire qu'on n'allait pas lâcher 3 milliards pour faire un métro que pour une toute petite partie du territoire et dire à tout le reste du territoire, vous n'aurez plus rien pendant 10 ans. Ça, politiquement, ça n'avait aucun sens. Et financièrement, je vois pas comment on l'aurait financé. Donc il y a une logique à l'abandonner. Et maintenant, évidemment. Et enfin, moi, j'étais pas tout à fait convaincu que la colline du 5e soit géologiquement apte à se voir ainsi traversée. D'ailleurs, c'est aussi le point de faiblesse du projet de tram enterré que les Verts ont présenté là. Les gens ont les mêmes inquiétudes quant au risque géologique. Quand on sait que les commissions des Balmes se réunissent dès qu'il y a un muret qui est monté par un propriétaire qui habite les pentes de la colline du 5e. Honnêtement, on voit pas bien comment on met un tunnelier là-dedans pour faire des trous. Ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Vous évoquez d'ailleurs à l'instant la mémoire de Gérard Collomb, que vous avez bien connu, puisqu'on reviendra un peu sur votre parcours et votre engagement depuis plus de 20 ans à citoyen. Et d'ailleurs, je crois que quand Gérard Collomb est mort, effectivement, il y a eu beaucoup de louanges et en même temps beaucoup de personnes qui disaient que peut-être sur la fin de ces mandats, de ce fameux 3e mandat, il avait été un peu raté. Vous faites partie de ces gens-là qui disent bah oui, c'était vraiment sans doute un échec, et c'est peut-être d'ailleurs une des explications de la victoire des écologistes. Oui, au-delà du cas concret de Gérard Collomb sur lequel je peux revenir, mais moi j'ai la conviction depuis longtemps que la démocratie a besoin d'être animée par un principe qui est le renouvellement régulier des hommes et des idées. D'où ma conviction qu'il faut limiter le cumul de mandats dans le temps. Et je pense que 2 mandats, c'est largement suffisant. Ensuite, le pouvoir, et ça on le sait depuis les philosophes grecs, le pouvoir est une drogue. Donc les hommes politiques ne sont pas exempts de l'addiction à cette drogue, et que les 3e mandats, on l'a vu à Marseille aussi, sont en général catastrophiques parce que vous n'êtes plus entouré par des gens que vous avez choisis pour leurs compétences. Vous êtes entouré par des gens que vous avez choisis pour leur capacité à être des féaux. Ça devient un système féodal, tout le monde vous doit quelque chose. Donc ça permet plus ni de réformer, ni d'avancer dans le bon sens. Ni de réfléchir, ni de créer des conditions de pouvoir. On va parler de tout ça, effectivement, de tous ces enjeux de la démocratie, parce que c'est ça qui vous porte, je disais. Et je pense qu'effectivement, oui, sans cette conséquence, si le schéma Kiemenfeld-Collomb avait fonctionné, je suis à peu près convaincu que les Verts n'auraient pas pu emporter cette élection. Ça n'a rien à voir avec les Verts, d'ailleurs. Je pense que simplement le fait que l'électorat municipal est assez conservateur et que les Lyonnais, n'ayant rien de spécial à reprocher à Gérard Collomb ou à David Kiemenfeld, ils les auraient reconduits au pouvoir. C'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas trouvé ce qui convenait en face de la proposition peut-être un peu plus uniforme et plus unie des Verts. Alors on reviendra sur votre parcours, mais ce qui était intéressant, c'est que je sais que vous êtes un sérieux candidat, c'est que vous avez été candidat aux élections, y compris même à un moment tête de liste au MoDem. Vous avez commencé en 2001, 2008, 2014, vous êtes présenté aux législatives un peu partout, etc. Qu'est-ce qui fait dans votre parcours, parce que les gens parfois s'étonnent, on dit il est encore candidat, qu'est-ce qui vous donne l'envie à chaque fois de vous engager et de vous présenter à une élection, sachant que globalement il y a quand même peu de chances que ça fonctionne? Qu'est-ce qui vous maintient? C'est quoi votre engagement pour la ville de Lyon? Alors, je dirais, il y aurait 2 réponses différentes. Pourquoi je retourne sur le champ électoral? Parce que j'aime pas l'idée que de laisser les idées qu'on porte. Je dis on. Alors c'est souvent moi qui les incarne, mais j'ai la chance d'être entouré par un certain nombre de gens depuis qu'on a démarré cette aventure électorale. Soit laissé en friche ces idées autour de la réforme démocratique, d'une meilleure pratique, une confiance rassénérée entre l'électeur et l'élu. Je regarde à côté, je vois que ça se dégrade de plus en plus. Donc
Petit colibri, peut-être qui n'arrivera pas à éteindre le feu, mais je me dis que si on n'y retourne pas, personne ne le fera à notre place. Parce que je vois bien qui d'autre porte ça en fait aussi. Et ensuite sur Lyon, moi j'ai vraiment plaisir à vivre dans cette ville dans laquelle je suis revenu pour faire mes études. Donc ça commence à dater un peu maintenant. Et j'essaye d'y contribuer le mieux possible à travers un certain nombre de propositions qu'on porte depuis 20 ans. On a impacté parfois, on a convaincu de temps en temps de faire des bricoles. Et je considère vraiment que c'est la ville en France où la qualité de vie est la meilleure et qu'on peut encore faire mieux. Ça peut être un modèle de ville pour l'avenir. Eh ben, c'est intéressant et c'est justement ce dont on va parler dans une deuxième partie de notre émission en découvrant un peu vos différentes propositions puis votre regard sur la vie politique lyonnaise aujourd'hui. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission L'invité politique le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon Première et toujours avec vous Éric Lafont. Je rappelle que vous êtes président d'un mouvement 100% citoyen, que vous connaissez bien la ville de Lyon, que vous êtes présenté à de très nombreuses élections, que vous êtes aussi candidat aux élections européennes et on parlait justement de cet engagement qui vous tient. Comment il naît à un moment? Vous avez même été tête de liste pour le MoDem, donc vous êtes... D'ailleurs, comment on vous présente? Est-ce que vous êtes quelqu'un au centre du jeu ou quelqu'un du centre? C'est quoi votre positionnement politique aujourd'hui, puisque vous commencez toujours à interagir, à commenter la vie publique? Vous êtes où exactement? Quand je me suis engagé au MoDem, c'était juste après la campagne présidentielle de François Bayrou. Et le MoDem s'est créé sur l'idée qu'on avait besoin en France d'une force politique au centre, modérée, et je reviendrai éventuellement sur ce terme-là, qui n'ait pas de lien ni avec la gauche, ni avec la droite. Et alors je sais que dans l'histoire politique française, ça a toujours été très critiqué, ce positionnement, mais moi je crois beaucoup à ça. Je considère que le logiciel de la droite était à l'époque, et il est encore plus aujourd'hui, mais totalement désuet. La droite parle d'un monde qui n'existe plus depuis au moins 50 ans. Et là j'ai vu, ils sont à fond là sur la nostalgie de Pompidou, ce qui est très révélateur, je trouve, de ce qu'est le logiciel aujourd'hui intellectuel de la droite. Et la gauche a, de mon point de vue, perdu le fil républicain, notamment de l'intérêt général, pour ne s'intéresser qu'à, et quand je dis ça c'est pas péjoratif, mais qu'à des sujets de minorité. Ouais, mais on a l'impression quand même en vous écoutant, et si on parle de François Bayrou, que quelque part le centre a disparu et que c'est le macronisme qui l'a remplacé. C'est-à-dire que vous êtes resté centriste mais pas macroniste. Moi je me battais au sein du MoDem pour conforter l'idée qui me semblait avoir été présente lors de la campagne présidentielle, à savoir que le centre avait besoin d'un logiciel spécifique, d'une lecture du monde propre à ce positionnement, et qui, de mon point de vue, ouvrait la porte à des solutions nouvelles en matière d'emploi, en matière d'éducation, en matière d'écologie, dans le rapport entre les pouvoirs publics et le citoyen. Bayrou proposait, pendant la campagne présidentielle, de faire élire le garde des Sceaux au 3/5 du Parlement. Je trouvais que c'était assez significatif pour faire remonter l'idée du troisième pouvoir judiciaire à l'égal des deux autres. Bon, et tout ça a disparu. Et j'avais le sentiment aussi qu'au sein du MoDem, il y avait toujours cette vieille idée que le centre, c'était la synthèse molle de la gauche et de la droite. Bon, Macron a imposé ça. Macron, il a imposé l'idée que le centre, c'était la synthèse molle de la gauche et de la droite. Ce que je trouvais, moi, totalement vide sur le plan du fond, enfin, de la doctrine politique. Et on voit, malheureusement, là, quelques années après, combien c'est creux. Et en finissant par tuer et la droite républicaine et ce qui reste de la gauche pour offrir quelque part un boulevard aux extrêmes. Oui. Voilà, c'est un peu ça le bilan que vous faites. Et quand on regarde les derniers sondages là, sur les élections européennes, c'est assez frappant de voir que la baisse des intentions de vote pour, on va dire, le macronisme se répercute en hausse pour le FN. Les transferts un peu étonnants. Mais on va reparler de ces élections européennes dans quelques instants, évidemment. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans le fait de vous recevoir aujourd'hui, c'est aussi ce regard un peu décalé, puis de comprendre l'engagement. Et le fil rouge de votre engagement, ça a toujours été, j'allais dire, les mouvements civiques, les mouvements citoyens, à côté, quelque part, des partis politiques, si je mets à part cette période du MoDem. Pourtant, j'ai le sentiment que il y a un paradoxe, c'est-à-dire que à la fois les gens ont de moins en moins confiance en la politique ou en les politiques, et que les mouvements citoyens ne fonctionnent pas non plus. Et que pour être candidat, il faut quand même avoir une étiquette de parti, sinon on fait un score absolument ridicule. Comment est-ce qu'on gère cette contradiction et comment est-ce que vous gardez le cap
de la conviction que les citoyens doivent, ou peut-être pas d'ailleurs, s'engager dans la vie publique? Alors moi, les enseignements que j'ai tirés de mes diverses campagnes électorales, c'est qu'effectivement, nos concitoyens électeurs regardent en fait assez peu le fonctionnement quotidien de la démocratie, et lorsqu'ils vont voter, ils cherchent soit une personnalité qu'ils ont repérée, soit la marque d'un parti. Et ce qui fait qu'en France, depuis 30 ans, ce sont les 7 mêmes à peu près qui envoient des candidats, qui ont des élus. Donc c'est assez conservateur, mais c'est aussi le fruit d'un système électoral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être élu avec moins de 5% des suffrages, et encore, ça c'est compliqué, ça dépend de la bonne volonté des autres partis politiques, et il faut faire au moins 10% pour pouvoir être élu de façon autonome. Donc on a un système électoral qui favorise la rente des partis existants. À cet égard, d'ailleurs, j'en profite parce que l'idée me vient, mais il y a des discussions aujourd'hui et une proposition qui est notamment portée par la présidente de l'Assemblée nationale sur le fait de réintroduire de la proportionnelle. Est-ce que vous êtes favorable, parce que je sais que Bayrou sans doute l'était, etc., et que c'est important, est-ce que ça vous semble une bonne idée pour renouveler peut-être le débat, les têtes, etc. En tant que tel, non. Parce que la proportionnelle, ça peut être les mêmes candidats que le coup d'avant. Donc c'est pas en soi suffisant pour changer et renouveler la démocratie. Si on veut, et c'est ce à quoi moi j'aspire depuis 15 ans, si on veut fondamentalement amener des idées neuves en passant par des hommes et des femmes nouveaux dans l'espace public, donc des forces politiques nouvelles aussi, parce que il suffit pas d'être jeune pour être innovant. On a un président de la République qui est très jeune et qui n'est pas très innovant dans sa conception du monde. Il faut que des forces politiques, parfois très minoritaires, parfois marginales. En Allemagne, le Parti pirate, à un moment donné, a eu un député, et ça a contribué au débat sur la place d'Internet, etc. Il faut que le système électoral le permette. Et en France, on se refuse à ouvrir les portes là-dessus. Donc on a une agora fermée là, qui est en train d'écœurer l'ensemble des concitoyens, qui de toute façon voient bien que leur vote sert pas à grand-chose. Donc je sais pas combien de temps on peut tenir avec un pourcentage de votants de plus en plus faible. Et à un moment donné, j'espère que mes concitoyens membres de partis politiques se disent on peut pas continuer à s'enfermer dans un cénacle de plus en plus restreint. Donc la proportionnelle en soi, c'est une piste, mais c'est pas la seule, c'est pas la solution. Qu'est-ce qui permettrait le renouveau d'ailleurs, parce que vous êtes juriste de formation et que vous connaissez bien le fonctionnement de la démocratie lyonnaise qui fonctionne avec ce qu'on appelle le système PLM. Il y a par exemple des discussions en ce moment, là encore, pour peut-être continuer de rapprocher le citoyen du politique et peut-être de donner davantage de moyens au maire d'arrondissement et de faire en sorte peut-être que le maire de Lyon soit élu cette fois-ci directement et pas par une espèce de deuxième tour. Est-ce que ça, par exemple, c'est une piste aussi intéressante et ça permettrait de donner plus de responsabilité à ceux qui vont aller voter pour leur futur maire? Non, parce que c'est l'écume de la vague, ça. Fondamentalement, ce qu'il faut changer, c'est le seuil de représentativité. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un arrondissement de Lyon, je prends le 3e. Que vous connaissez bien, parce que vous y avez été. Voilà. C'est 100 000 habitants. C'est la ville de Nancy. Si vous vous présentez à cette élection et que vous faites moins de 5%, donc ce qui peut dire vous représentez, si on enlève, peu importe, 2000 personnes. Voilà. Vous pouvez pas être élu. S'il y a 2000 personnes qui votent pour vous, vous pouvez pas être élu. C'est ça qui coince complètement aujourd'hui. Donc il faut abaisser fortement le seuil de représentation. Et j'entends les critiques qui peuvent être sur un mode oui, mais alors tout le monde peut se présenter. Ben oui, et en démocratie c'est très bien. Vous vous présentez, vous arrivez avec un projet, les gens votent pour vous, et puis si vous faites 1-2%, vous êtes en capacité de représenter les gens à hauteur de ce que vous pesez. Et on a un système municipal où vous avez 50% des sièges qui sont donnés aux gagnants. C'est n'importe quoi. Ça consolide des majorités, mais ça crée absolument rien en termes de vitalité démocratique. Parce que les électeurs ont le sentiment que de toute façon les jeux sont faits. Donc ça présente aucun intérêt d'aller voter. Donc du coup le débat démocratique est très faible. Je renvoie à la dernière élection municipale. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un débat aussi nul. C'est-à-dire que, à part s'énerver sur savoir qui trahissait qui entre Collomb et Kimmenfeld, il n'y a eu aucun débat de fond sur les enjeux pour la ville. Or, en 2020, les enjeux sont quand même considérables pour la ville de demain et tout est à imaginer. Parce que c'est pas la ville des années 50 qu'on va reproduire. Mais est-ce que c'est parfois aussi pas un peu, un cercle, une quadrature du cercle impossible, c'est-à-dire que les enjeux sont de plus en plus complexes, il faut à la fois simplifier et bien expliquer, il faut trouver des espaces pour le faire, les gens vont vers la simplicité et en même temps ils s'intéressent peut-être aussi, et qu'on le voit bien dans les médias, aux faits divers ou aux problématiques justement dans l'écume. Comment est-ce qu'on fait pour renouer avec la complexité, avec le temps long, avec la pédagogie nécessaire, en étant d'ailleurs
voilà, régulièrement candidat, parce que si j'ai bien compris, vous n'êtes pas favorable au cumul des mandats, mais pas contre le cumul des candidatures, pour reprendre l'expression peut-être d'un de mes confrères en vous interrogeant sur vos nombreuses candidatures. Comment est-ce qu'on fait? Parce que oui, il n'y a pas véritablement de débat sérieux, mais en même temps, à chaque fois, on n'arrive jamais à les mettre en place dans des campagnes électorales. Comment on fait? Ça, je pense que ça renvoie un peu à la responsabilité des médias, pour le coup, qui ont pris l'habitude d'un espace politique binaire, gauche-droite, pour le dire autrement, et qui, lorsqu'ils ont vu arriver 4, 5, 6 candidatures, ont pas su traiter. Et ont pas su inventer des formats de débat différents, nouveaux, attractifs. La dernière fois, nous, on avait proposé à plusieurs médias de faire des one-to-one, des face-à-face, un contre un, tirés au sort. Il y avait 8 candidats à la métropole, c'était quand même pas très compliqué à faire. Hein. Et on disait non, c'est trop compliqué, on préfère mettre 8 candidats en randonnion qui disent mais ça intéresse personne ça. Et surtout on comprend rien, on n'a pas le temps. On comprend rien, etc. Donc il faut aussi que les médias participent du jeu démocratique en inventant des nouvelles formes de débat. Mais pour envoyer au début de votre question, moi je crois que si on a des règles claires sur comment on peut être élu demain, que le mandat c'est un temps de la vie, c'est 5 ans, 10 ans, et c'est pas plus, et qu'après on repart à la vie normale, avec un métier, des engagements personnels, associatifs, militants, etc. On se ressource aussi politiquement. Parce que des gens qui font de la politique en carrière ne voient plus le monde qu'à travers ce prisme-là. Et des gens qui sont élus depuis 10 ans, 15 ans, ou qui sont assistants parlementaires pendant 15 ans, en espérant être élus demain, etc., ont une lecture du monde totalement erronée. Ne savent même plus ce que c'est que le marché du travail, ne savent plus ce que c'est que... c'est nécessaire d'avoir une forme de professionnalisation des compétences, de la compréhension, et que c'est important aussi. Oui, mais c'est pas ce qu'on demande aux élus. Ouais. En même temps, par exemple, les derniers parlementaires, là, quand on a beaucoup accusé les derniers députés d'être un peu hors sol, d'arriver sans connaître exactement la mécanique parlementaire, ce que c'était que d'être élu, etc. C'est aussi important peut-être d'avoir une expertise à un moment. Oui, mais dans une assemblée, vous avez toujours des nouveaux et des anciens, donc l'info peut passer. Et après, je trouve ce qu'on a surtout reproché aux élus en question, aux députés, c'était d'oublier que être député, c'était pas juste siéger à Paris, c'était surtout travailler dans sa circo. Ça, on a un peu oublié, dire qu'il fallait voir des gens, s'intéresser, remonter des serrer des mains, discuter. Sur l'engagement, parce que c'est un peu le fil rouge et c'est intéressant puisqu'on est sur cette avenir un peu de notre démocratie qui est quelque part votre combat dans le renouvellement, dans l'innovation, etc. Et ça fait un lien évidemment avec les élections européennes. La jeunesse, parce que vous êtes aussi enseignant, vous aimez transmettre. Comment on fait pour remobiliser les jeunes? Quand on regarde les sondages sur les européennes, et on travaillera sur le fond tout à l'heure, mais les jeunes ont l'air de quand même totalement s'en désintéresser. Alors que c'est leur avenir qu'on prépare à chaque fois. Mais visiblement, ça ne suffit pas à les motiver. Est-ce que vous avez une solution? Comment on fait pour leur faire comprendre que c'est un vrai enjeu? J'ai pas de réponse à cette question. Je fais le constat, c'est pas un constat récent d'ailleurs. Je suis d'ailleurs pas tout à fait sûr que quand nous étions jeunes, parce qu'on doit à peu près le même âge, en pourcentage, les gens s'y intéressaient davantage. Ce que je perçois moi depuis quelques années, c'est quand même le dessin d'un avenir qui n'est pas très positif. Il y a une inquiétude dans différents champs possibles, et je crois que c'est aussi le rôle de la politique que de dire que on peut dessiner des avenirs plus positifs, on peut fabriquer des alternatives qui soient plus enthousiasmantes. Et la politique, c'est ça, fondamentalement, c'est la gestion de la cité. Donc, c'est des modèles. C'est aussi proposer peut-être quelque chose d'enthousiasmant. Alors ça tombe bien, parce que si on reste un peu à Lyon avant de partir sur les élections européennes, vous n'êtes plus élu aujourd'hui, mais vous l'avez été. Si vous l'étiez, est-ce que vous seriez dans la majorité ou dans l'opposition à l'actuelle gouvernance écologiste? Qu'est-ce qu'ils font de bien ou qu'est-ce qu'ils ont raté selon vous, si vous deviez faire un peu leur bilan à eux aussi? Alors, en des termes très courts, parce que j'ai compris qu'on avait un timing un peu serré, je les trouve très timides, notamment sur l'aspect des démocraties locales. Ils n'ont fait que répéter les vieux usages, les conseils de quartier, les SICA, les CIL. Voilà, ils n'ont rien inventé. Alors même qu'il me semblait qu'ils avaient un appétit pour ces questions-là, et ils auraient pu être beaucoup plus audacieux et innovants, mettre en place des conférences citoyennes, en créant un droit d'initiative dans le conseil municipal. Enfin, voilà, vraiment là-dessus, je comprends pas pourquoi ils sont pas allés. Le budget participatif local en ligne avec 6000 clics, c'est ridicule. Enfin, ça dessert même le sujet, je trouve. Et ça, voilà, je pense que c'est quand même,
c'est une question ouverte. Je comprends pas pourquoi ils se plantent à ce point-là ou ils n'y vont pas. Enfin, je sais pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'on a des choses qui tout d'un coup sortent et pour lesquelles vous dites, bah oui, ça c'est bien, ça a vraiment avancé, ça a changé un peu notre vie? Je vois des éléments plus métropole autour des questions énergétiques qui essaient de se mettre en place, etc. Autour de politiques d'achat. Voilà, c'est pas très visible ça pour les électeurs. Mais est-ce que ça veut dire que quelque part, y compris le pouvoir s'est déplacé et n'est plus à la mairie de Lyon, mais davantage à la métropole? Bon, il a toujours été quand même sur ces questions-là un peu transverses. Mais après, la ville pourrait faire des choses très novatrices autour de l'école. Et là aussi, je trouve que, alors c'est bien, le focus c'était sécuriser les pourtours des écoles. Alors j'ai pas de chiffres, mais j'ai le sentiment que ça a été remettre de la nature en ville dans les cours d'école, etc. J'ai le sentiment que ça a été plutôt fait. Mais là encore, je pense que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis convaincu que la ville de Lyon a un potentiel incroyable pour devenir un modèle de ville de demain. Et je les trouve un peu timides sur ce qu'ils enclenchent en la matière. Par exemple, il y a un classement très récent, je ne sais plus dans quel journal, qui disait que c'était la ville de Lyon qui était la première dans le classement des villes où on peut tout faire à pied, par exemple. Ce qui prouverait qu'on se déplace peut-être avec facilité. Est-ce que ça peut être une réussite, ou est-ce que il y aura une bataille des classements? On y reviendra, parce qu'il y en a qui disent qu'on a perdu en attractivité, qu'on a gagné en quelque chose, etc. Mais voilà, en tout cas, on va continuer cette discussion et ce regard un peu décalé et en même temps plein de réalité vécue sur ce qui se passe à Lyon. Et puis on va parler évidemment des élections européennes dans une troisième partie maintenant de notre émission. Je vois pas le temps passer, à tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, toujours avec vous, Éric Lafont. Je rappelle que vous étiez président d'un mouvement 100% citoyen, que vous avez été candidat de nombreuses reprises à la ville de Lyon et que vous êtes aujourd'hui candidat aux élections européennes sur une liste qui s'appelle Écologie positive et territoire, dont la figure, je vais dire, la plus connue est Yann Verling. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette nouvelle aventure? Pourquoi cette liste et pourquoi ces élections? C'est la suite logique de ce qu'on évoquait. Les enseignements qu'on a tirés, nous, des élections municipales auxquelles on a participé, c'est que en France, c'est difficile de faire émerger une nouvelle offre. Donc on est allé voir d'autres mouvements politiques ailleurs en France, qui, comme nous, dans leur coin, essayaient de se présenter, d'amener des idées différentes, etc., et qui échouaient. Des mouvements écolos, des mouvements régionalistes, des mouvements comme nous, sans étiquette, avec un positionnement un peu plus citoyen, et on a essayé de convaincre ces gens que rester tout seul, ça servait à rien. Si on s'associait, on avait une petite chance de bouger les lignes. Voilà. Donc ça aboutit à cette liste, qui est la première concrétisation d'un assemblage là d'une quinzaine de formations politiques, avec l'idée que cette expérience commune des Européennes nous conforte dans l'idée ça a du sens de travailler ensemble et qu'on va pouvoir faire émerger une offre politique nationale qui reprenne des points fondamentaux qu'on partage avec ces différents groupes. Alors, de par votre engagement et votre parcours, vous êtes évidemment, je suppose, un Européen convaincu. Pourquoi c'est une élection importante? On évoquait tout à l'heure la difficulté d'aller mobiliser, y compris les jeunes générations. Pourquoi parce qu'à chaque fois on nous le dit un peu, oui, alors c'est vraiment la dernière échéance, c'est là que ça se passe, c'est la plus importante. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à ces élections européennes? Bon, je ne sais pas si c'est la dernière chance de quoi que ce soit. Ce dont moi je suis convaincu, c'est que dans le contexte géopolitique mondial, ça fait toujours un peu grand mot de dire ça, mais face à la Chine qui aspire à devenir la première puissance du monde d'ici 25 ans et qui se cache pas d'y mettre tous les moyens, y compris militaires, pour le faire, les États-Unis qui jouent leur partition, les États européens, s'ils veulent exister, ils doivent s'unir. Pour moi, il n'y a aucune alternative. Et qu'en plus, les Français les premiers, j'en suis convaincu, ont plutôt envie d'Europe. Enfin, l'idée européenne est quelque chose qui reste un marqueur, et on parlait des jeunes tout à l'heure. Erasmus, le programme d'échange européen, c'est le programme qui est le plus utilisé par les Français. Les Français adorent faire des échanges universitaires, aller voir ce qui se passe ailleurs, apprendre ailleurs. Donc, je crois que l'idée européenne, elle fait partie de notre culture française. Ça renvoie un peu à notre universalisme, notre aspiration à un modèle partagé, etc. Donc c'est légitime qu'à travers l'Europe, on espère projeter des idées qu'on considère comme universelles.
Est-ce que pour autant c'est la fin de quelque chose ou le début de quelque chose en 2024 ? Je crois pas. Ce que je vois moi émerger de plus en plus, ce sont des gouvernants nationaux, en France y compris, qui sont tellement recroquevillés sur le rôle de l'État qu'ils voient plus beaucoup à quoi sert l'Europe. Ce qu'on voit émerger aussi peut-être, et on regarde à la fois les sondages de ce qui se passe en France, mais ce qui se passe aussi ailleurs, c'est une montée certaine d'un certain nombre de mouvements autoritaires, autocratiques, voire populistes, etc. Ce qui ferait quand même basculer l'Europe dans une nouvelle dimension. Est-ce que c'est là aussi que se passe votre combat ? C'est ce à quoi vous voulez vous opposer, y compris avec cette liste ? Oui, c'est ce que vous décrivez là, c'est le reflet des carences de la démocratie. Moi, je crois que les extrêmes ne grimpent que parce que les démocrates sont faibles. Et les démocrates sont faibles aujourd'hui, en France notamment, parce qu'ils n'acceptent pas de réformer un système électoral qui est obsolète. Et plus ils s'obstinent à ne pas le réformer, plus ils s'obstinent à jouer la carte populiste contre modéré ou progressiste, que sais-je, les vieilles ficelles, on les connaît, plus ils font le lit des partis extrêmes nationalistes ou internationalistes, si ça existe encore, etc. Peu importe. Mais vraiment, il faut voir la faiblesse de la participation électorale, la force électorale des partis d'extrême droite, d'extrême gauche, comme le reflet de l'incapacité des démocrates à faire le job. Et si on participe à cette élection, c'est encore une fois pour essayer de dire modestement, parce que on est tout petit, on n'a pas les mêmes moyens financiers que les autres, on a un espace public extrêmement restreint, c'est de dire mais si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne comprennent pas qu'ils sont en train de faire le cercueil de la démocratie en France en opposant de façon absurde les électeurs avec des partis politiques que les électeurs ne comprennent pas bien. D'ailleurs, je suis pas sûr que nos concitoyens voient bien la nouveauté que pourrait apporter le RN ou l'extrême gauche en France. Mais c'est pas grave. Les gens, ils sont exaspérés. Mais sur ces élections, il y a quand même un enjeu important. Alors, c'est une élection à un tour qui a d'ailleurs suscité un certain nombre de débats, y compris par exemple au sein de la gauche pour comprendre pourquoi chacun y allait de son côté ou pas. Est-ce que face à cette montée des populistes, il n'était pas au contraire nécessaire, j'allais dire, de faire du vote utile, de tous se rassembler et peut-être vous de vous associer à, je sais pas, ce qui existerait ou ce qui serait le plus proche pour être peut-être plus impactant plutôt que donner le sentiment d'un émiettement? Ça pourrait avoir du sens si les partis qui sont supposés dans le même espace politique que nous voyaient l'intérêt du message qu'on essaie de porter. Et pour en discuter parfois avec des gens que je connais encore, qui étaient au Modem ou qui sont passés en marche, Renaissance, voilà, ils comprennent pas ces sujets-là. Ils comprennent pas que quand on dit aujourd'hui qu'il faut abaisser les seuils de représentation électorale, qu'il faut reconnaître le vote blanc comme un suffrage exprimé, qu'il faut limiter drastiquement le cumul de mandats, ils comprennent pas. Voire même ils sont en train de se dire que le cumul de mandats finalement c'était pas si mal. Ils comprennent pas. Donc c'est compliqué de discuter avec des gens qui comprennent pas des sujets qui paraissent très clairs sur l'impact qu'ils ont sur la confiance entre les citoyens et les élus. Donc on s'enferme dans un modèle dont l'électeur se défie, et comme il s'en défie, on lui dit mais t'es qu'un crétin, tu comprends rien, t'es populiste. Du coup, vous allez proposer quelque chose de différent. Quels sont les grands piliers de cette fameuse liste écologie, positive et territoire? C'est quoi vos 3 priorités pour montrer que vous faites quelque chose de différent dans cette campagne? Il y a le pilier écologique, que je vais résumer en disant que nous, ce qu'on met en avant, c'est toutes les solutions sont bonnes à prendre, et notamment au plan local, pour emmener nos concitoyens vers des comportements et des pratiques qui sont compatibles avec les enjeux climatiques. Et c'est arrêter de tenir un discours catastrophiste. C'est-à-dire que j'écoutais François Gémen l'autre jour dans une conférence qui disait lors des accords de Paris, on était sur une trajectoire à +4 à la fin du siècle. Aujourd'hui, on est à +3. C'est nul, +3. Mais c'est vachement mieux que +4. Et c'est ça le message qu'il faut qu'on tienne aujourd'hui. Si on veut embarquer nos concitoyens sur la question de la préservation de notre qualité de vie, au sens environnemental du terme, il faut arrêter d'assommer les gens par la peur, la crainte, l'angoisse, etc. Il faut pas d'écologie punitive, du coup. Il faut pas que les gens soient dans le déni, parce que c'est ce qui se passe, en fait. Les gens sont dans le déni aujourd'hui. C'est en gros, arrêtez de m'enquiquiner la vie avec vos histoires. De toute façon, moi, il faut que je me débrouille dans mon coin, et donc je voterai jamais pour vous. Alors qu'il y avait un boulevard pour que le vote écolo se déploie. Le deuxième pilier, c'est la décentralisation. L'État jacobin, il est essentiel dans notre histoire.
mais il ne sert plus à rien aujourd'hui. Vraiment, il faut qu'on arrête d'avoir cet appareil bureaucratique omniprésent et en fait totalement impotent. Donc il faut qu'on lâche des compétences au territoire. C'est censé être le cas depuis 40 ans maintenant. Oui, mais je parle d'une décentralisation sincère, parce que ça fait 30 ans qu'on vote des textes qui ne sont pas sincères, qui créent des doublons, où l'État garde la main sur tout. Et notamment, il faut refaire confiance aux élus locaux, c'est ce que c'est eux qui ont les solutions. Et leur donner les moyens, parce que quand Emmanuel Macron a assuré la taxe d'habitation, tout le monde était très content, sauf que les élus locaux ont plus d'argent. Et que le prochain qui va essayer d'aller à une campagne nationale en disant je vais recréer des impôts locaux, il va être bien accueilli. Mais il sera courageux celui-là, parce qu'il aura raison. Et que l'État est en incapacité de gérer son argent. Là, on a un ministre des Finances qui est peut-être le moins compétent qu'on ait eu depuis 50 ans, en fait, malgré tous les discours qu'il peut tenir. C'est celui qui est resté le plus longtemps. Mais c'est parfois lié, hein, l'incompétence et la durée. Et donc un État impécunieux qui ne sait plus rien faire, et notamment sur la question environnementale, l'idée d'une planification écologique menée par l'État, tout le monde un peu lucide sait que ce n'est pas possible. Le plan, c'est fini. C'est pour Bayrou notamment, qui est un chef du plan. Il y a un chef du plan, mais il n'y a pas de plan. Voilà. Donc redonnons la main aux régions, enfin donnons la main, parce qu'on leur a jamais vraiment donné, mais donnons la main aux régions, aux métropoles. Moi, je crois beaucoup aux territoires comme les métropoles urbaines pour trouver des solutions sur ces questions-là. Et le troisième pilier, c'est une réforme en profondeur de notre système électoral, notre démocratie, avec les points que j'évoquais, abaissement des seuils de représentation, reconnaissance du vote blanc, davantage de transparence, limitation au cumul des mandats, etc. Voilà, ce sont ça nos trois piliers sur lesquels je crois qu'on peut fabriquer quelque chose, parce que c'est toujours compliqué d'être objectif en la matière, mais je crois qu'on est tout seul à porter ça. Aujourd'hui, dans la galaxie politique française, où il y a 30-35 partis politiques grosso modo existants, mais personne ne porte ça. Sur la question du territoire pertinent, parce que c'est un peu ça aussi le sujet, vous évoquiez à l'instant la question de la métropole. Il y a eu de nombreuses discussions qui continuent encore sur le fameux modèle métropolitain lyonnais qui est toujours unique en France d'ailleurs, avec des débats qui vont dans les deux sens. Oui, c'est nécessaire, c'est important, levier, mutualisation, attractivité, et en même temps, paradoxalement, le fait peut-être d'un retour à une envie de la nature, de ville moyenne, de moins de distance, etc. Est-ce que c'est et qu'on va vivre d'ailleurs de plus en plus en ville, qu'on le veuille ou non, et c'est une réalité mondiale. Est-ce que c'est toujours un modèle pertinent? Est-ce que c'est la bonne échelle? Est-ce que notre métropole, en fait, elle est adaptée à ce dont on a besoin pour développer autre chose aujourd'hui? Oui, je crois. Et je crois que la métropole devrait davantage s'affranchir de l'État sur un certain nombre de sujets. Il y a un droit à l'expérimentation des collectivités locales dans la Constitution française, et je déplore, moi, le fait que les collectivités locales ne cherchent pas à s'en servir davantage, ou quand elles le font, c'est un peu timidement, en gros, on demande l'avis, puis personne ne nous répond, donc finalement on fait pas. Parce que c'est un territoire qui, par sa densité, son niveau économique et financier, a la capacité à trouver des solutions nouvelles, à expérimenter des approches différentes. Et je vais prendre un exemple qui fait partie des sujets pour lesquels, pour moi, l'État est en défaillance depuis 40 ans et sur lesquels il n'est plus compétent. C'est l'emploi. Vous savez qu'en France, historiquement, l'État c'est l'emploi c'est l'État, etc. Bien qu'on soit dans un chômage de masse depuis très longtemps, qu'on masque un peu les chiffres en changeant les statistiques, mais peu importe. La métropole a la compétence du RSA. Et en théorie, a toujours déployé des politiques de l'emploi, qui sont souvent celles de l'État, mais parfois elle en déploie quelques-unes complémentaires. On avait proposé que la métropole porte une expérimentation sur une idée toute simple. Tout individu qui est au RSA, dès lors qu'il prend un emploi à temps partiel, dans des secteurs dits en tension, un peu difficiles, etc., il peut cumuler les deux revenus pendant au moins 1 an. C'est hyper facile à mettre en place. De notre point de vue, ça génère 3 conséquences immédiates. C'est-à-dire que les gens voient leur niveau de revenu augmenter considérablement et ça les sort de la pauvreté. Des secteurs d'activité voient des collaborateurs arriver qui ne pouvaient pas engager avant parce que ces gens-là devaient arbitrer entre RSA et travail à temps partiel, donc n'arbitraient jamais en faveur du travail à temps partiel. Et 3, ça recrée une dynamique dans des populations et des quartiers difficiles. Je comprends pas pourquoi le territoire ne tente pas ce type d'expérimentation. J'espère que Bruno Bernard nous écoute et que je l'espère aussi. Et je crains que malheureusement ça soit un peu culturel, c'est-à-dire que ce sont des sujets sur lesquels en France on considère que c'est toujours l'État. Et moi je crois, et c'est le message qu'on essaie de faire passer, que non, l'État
n'est Confiance plus le seul. au local, Voilà. aux initiatives, Faisons confiance aux gens. aux individus. Alors, dans cette émission, traditionnellement, je termine par tout un ensemble de questions sur peut-être des passions, des engagements du dimanche, etc. On approche de la fin. J'aurais pu vous lancer sur le foot parce que vous avez longtemps jeune joué au foot à un certain niveau, etc. C'est vrai. Et j'aurais pu vous faire réagir. Est-ce que vous aviez vu la tribune notamment de Sébastien Michel, le maire d'Écully, qui faisait un parallèle aujourd'hui sur la résilience en politique et la sagesse du nouvel entraîneur lyonnais? Non, vous n'avez pas vu passer ça? Non. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire, je l'ai pas vu. Si Sébastien Michel cherche des lectures inspirantes, il vaut mieux qu'il aille chercher quelques lectures chez des auteurs politiques sur la résilience, sur le combat, etc. Je pense, je sais pas, qu'il aille lire Kessler, Malaparte, Malraux. Peut-être qu'il a voulu rebondir sur quelque chose d'actualité. Oui, et facile. Mais Pierre Sage, qui a un nom prédestiné pour être coach, je sais pas si on peut faire de l'analogie entre le foot et la politique. En tout cas, je suis un peu réservé sur le sujet. Voilà, sur peut-être la manière de l'utiliser, mais les résultats sont là. J'aurais pu vous lancer, mais je ne le ferai pas sur vos livres parce que c'était très compliqué d'en choisir un livre de chevet. Oui. En revanche, on a réussi à se mettre d'accord pour se quitter en musique. Et du coup, on est parti sur quelque chose, à la fois moi, quelqu'un que j'aime bien et tout, et puis qui avait du sens. Vous avez choisi peut-être Bernard Lavilliers et une chanson qui est presque... qui raconte un peu votre parcours on the road again en version symphonique. C'est-à-dire que vous êtes de nouveau sur la route de l'engagement, du chemin. Vous serez peut-être candidat ou municipal en 2026 ? Peut-être. Je n'exclus rien, comme on dit. Pour être sincère, c'est plutôt sur votre initiative qu'on a choisi ça, et je vous en remercie parce que j'avais pas d'idée très préconçue en la matière. Ce qui m'importait, moi, c'est vraiment l'idée, c'était à travers ça qu'on parlait des lectures tout à l'heure, c'est la cohérence entre les actes, les engagements, le parcours de vie. Exactement. Et c'est pour ça que j'avais en tête, moi, des gens comme Kessler, comme Malraux, comme Stefan Zweig, des gens qui ont toujours été dans cette même dynamique de je fais ce que j'écris. Et ça me fascine. Eh ben, merci pour tout ça, Eric Lafont. Merci d'avoir été présent à notre micro. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première.